Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre sur la première. Voici les titres de votre journal. 2 familles de Papara ont tout perdu dans un incendie en fin de matinée. Ils n'ont rien pu sauver. Le maire de la commune, Sonia Pounoua, leur a trouvé une solution de relogement d'urgence. La loi de pays sur l'obligation d'avoir un médecin traitant était censée optimiser les soins et leurs coûts. Or, son application s'avère plus compliquée pour les patients s'ils veulent être mieux remboursés. Et ce sont 130 000 personnes qui n'ont toujours pas déclaré de médecin traitant. On en parle avec vous, Ayata Tarha. Bonsoir, à tout à l'heure. En dépit de la morosité, la filière BTS hôtellerie est toujours aussi prisée par les jeunes. Encore 420 postulants cette année pour seulement 24 places. Et découvrez ces artisans de l'expo Tahiti Terima'i. Il vous attend sous le hall de l'Assemblée. Des artisans pleins de ressources qui retrouvent le sourire. Enfin, à Aifinoa nous emmène ce soir à Mai'ao, un petit bout de moto associé à l'île de Moorea, où la vie des habitants est rythmée par le travail du copra. Vous allez y découvrir une économie communautaire unique en Polynésie. Mais avant d'aller plus loin, une maison entière a été ravagée par les flammes à Papara, dans la zone de Tiamao. Le garage de l'habitation voisine a aussi été touché, mais les pompiers de Papara et Pae ont pu intervenir à temps pour maîtriser le brasier. Selon les pompiers, le feu serait parti d'un tas de feuilles brûlées ou d'un barbecue. Aucune victime n'est à déplorer, mais ce sont 2 familles qui se retrouvent aujourd'hui à la rue. La mairie les a relogées temporairement et tente de trouver une solution. Voilà des images de Pascal Mitoté. On écoute le chef de corps des pompiers de la commune et le maire au micro de Herevaihuata et Mirko Vanfou. Notre arrivée, on a pu constater qu'une des maisons, en fait, la maison à partir d'où le feu est parti, complètement embrasé. Nous avons dû demander les renforts des communes avoisinantes. On a demandé par un intervenir, par une MCGA, et la commune de Tebeuta qui est venue aussi avec son camion. C'est le 3e de la commune, depuis que je suis Tavana. Il y avait eu 2 l'année dernière et c'est le 3e. Je suis toujours présente quand il y a des événements, des actions. Tavana est toujours là pour soutenir sa population. Voilà, des aides vestimentaires et autres seront les bienvenus pour ces familles. Santé, l'obligation d'avoir un médecin traitant. Elle était censée permettre à la CPS de contrôler les malades qui abusent des arrêts maladie, sauf qu'à l'usage, depuis le 1er janvier, si le patient ne pense pas à faire spécifier un médecin traitant sur sa feuille de soins, eh bien, il ne sera remboursé qu'à moitié. Une belle économie pour la CPS. Nicolas Suir et Mirko Vanfou. Un médecin traitant par habitant, c'est ce que la loi prévoit aujourd'hui. Si vous ne l'avez pas déclaré, vous ne toucherez plus 70% de remboursement de la part de la CPS, mais seulement 50%. Le législateur a souhaité mettre le médecin traitant au cœur du système de soins et notamment au cœur du système de parcours de soins pour l'assurer, pour le patient. Parce qu'effectivement, le médecin traitant est là pour coordonner le suivi et les soins de chaque patient. Les médecins libéraux sont d'accord avec le fait de vouloir une meilleure centralisation du parcours de soins. Mais ils doutent que ce soit le cas avec cette loi. Et sur le principe, d'après eux, cette dernière se base sur un mauvais constat. C'est une mesure qui se base déjà sur des principes qui n'ont jamais été établis. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'auparavant, les gens passaient leur temps à aller se promener de médecin à médecin et feraient du vagabondage médical et on dirait gaspilleraient de la consultation médicale. Ça n'a jamais été prouvé. On a demandé des chiffres à la CPS qui n'en a pas. Et en métropole, ça n'existe pas non plus. Pour ceux qui ont plusieurs domiciles, la CPS informe qu'il est possible de changer de médecin traitant facilement. Vous allez sur le service CPS, on a fait en sorte justement de pouvoir faciliter ce changement de médecin. Vous allez voir votre médecin, il va sur le e-service CPS pour pouvoir le faire et ça se fait très simplement en moins de 24 heures. Une perte de temps pour les médecins qui en passent plus encore à remplir de la paperasse. Si le patient se trouve chez nous alors que notre médecin traitant, et je ne suis pas le médecin traitant, je dois coder consultation d'urgence, donc CUR, je dois coder MTT si je suis le médecin traitant. Enfin, on passe notre temps à faire du codage, c'est infernal. Parmi les Polynésiens, beaucoup ont un seul médecin et depuis longtemps. Je ne change jamais, rarement, parce que j'habite Punavia. C'est plus près pour moi, c'est important. Ton médecin, c'est ton médecin depuis combien de temps? Là, ça fait 3 ans. Là. Avant, je n'avais pas ce médecin-là. C'était un homme, mais là, c'est une femme, depuis au moins 15 ans. 145 000 personnes ont déclaré un médecin traitant cette année, contre 90 000 seulement l'an passé.
Notez que la CPS a demandé au mois d'avril une évaluation de cette loi de pays afin de s'assurer de l'économie réelle pour la caisse. Ayata Tarhao, vous êtes avec nous. Actuellement, la CPS fait des économies puisque ce sont toujours 130 000 personnes qui n'ont pas déclaré de médecin traitant. Évidemment, et ils sont bien sûr pénalisés puisque ces remboursements donc, ne seront pas optimales, ne seront pas optimum via la CPS. C'est-à-dire que pour une consultation, vous l'avez compris dans ce reportage, si vous n'avez pas déclaré de médecin traitant, eh bien la consultation coûtera plus cher. Vous payerez alors 1 800 francs au lieu de 1 080 francs. C'est valable pour tous les malades, à l'instar des patients en longue maladie. Pour ces derniers, eh bien, la consultation leur coûtera 900 francs au lieu de 180 francs. Et cela est valable donc pour les patients en longue maladie. Et dans les deux cas, c'est une différence de 720 francs. Et comment ça se passe s'il en est dans une autre île que celle de son médecin traitant? Il ne vous est pas interdit, évidemment, d'aller consulter un médecin autre que votre médecin traitant si vous vous situez dans une île ou dans une commune autre que votre commune de résidence. Ceci étant, le médecin que vous irez consulter devra obligatoirement mentionner le code HRH pour hors résidence habituelle, Chiquita. Un meilleur suivi médical du patient, mais aussi des économies, surtout pour la CPS. Oui, mais de combien? Difficile de chiffrer à ce jour, puisque cette procédure est effective depuis le 1er janvier 2021. Une chose est sûre, c'est que le remboursement des consultations coûte très cher à la CPS. En 2015, selon les derniers chiffres qui ont été communiqués, eh bien, cela coûtait plus d'1,7 milliard de francs pacifiques. Cela concerne les médecins généralistes. Et pour ce qui est des spécialistes, eh bien, la facture s'élève tout de même à 1,8 milliard de francs par an. Et donc, voilà pour le montant des remboursements. Alors, déclarer avoir un médecin traitant, c'est un gain de temps et d'argent. Et par la suite, eh bien, l'objectif est de pouvoir mettre fin aux abus également, aux arrêts maladie de complaisance. Merci Ayata pour cet éclairage. Et sachez que vous n'avez pas besoin de médecin traitant pour consulter un gynécologue, un chirurgien dentiste, une sage-femme ou un ophtalmologue. Et donc, n'oubliez surtout pas de stipuler systématiquement votre médecin traitant sur votre feuille de soins. On vous l'annonçait hier, la levée du motif impérieux pour les personnes vaccinées entre l'Hexagone et la Polynésie le 9 juin. Pour les professionnels du tourisme et les agences de voyage, c'est un soulagement, même si de nombreux points restent à préciser sur le protocole sanitaire. On voit cela avec Kaline Liénard et Hubert Liao. Des vacances en Polynésie, oui, mais à condition d'être vacciné. C'est ce qui attend les Français métropolitains à partir du 9 juin. Dans cette agence de voyage, c'est le branle-bas de combat depuis hier. Nous, il était important d'avoir une date, de la visibilité et les dernières annonces nous faisaient plutôt attendre sur un retour sur le mois de juillet, voire août, voire septembre. Donc on a fait une très bonne surprise avec une date qui est plus tôt que prévue et qui nous a permis de réactiver toutes les réservations très rapidement. Mais déjà, plusieurs questions se posent. D'abord, sur le protocole sanitaire. Sera-t-il le même que pour les Américains ? On ne parle pas de personnes immunisées post-Covid, ce qui est le cas aujourd'hui pour les Américains. Donc il y a un certain nombre de zones d'ombre qu'il nous faut absolument clarifier au plus tôt pour qu'on puisse justement informer les tour opérateurs, les vendeurs de la Polynésie pour qu'ils puissent s'organiser. Les grandes vacances de juillet-août sont synonymes de haute saison. Cette période approche à grands pas et elle soulève un autre point sensible, celui des voyageurs avec enfants. Ces familles représentent 40% de la clientèle touristique. Si on impose une quarantaine aux enfants entre 16 et 6 ans, il est évident que toutes ces familles vont annuler, ou la grande majorité de ces familles vont annuler. Mais encore faut-il le savoir. Donc ça, c'est un aspect qui est extrêmement important de connaître dans les prochains jours pour que les gens puissent s'organiser. Autre inquiétude pour le départ, le délai de 15 jours imposé après la vaccination finale. Les professionnels du tourisme attendent donc de nombreuses précisions lors de la prochaine conférence de presse.
Et vous le savez, la levée des motifs impérieux uniquement aux voyageurs vaccinés n'assurera pas un retour au plein emploi. Néanmoins, la jeunesse polynésienne veut y croire. Regardez ce chiffre, 420, c'est le nombre de postulants cette année pour la filière BTS hôtellerie pour seulement 24 places. Et les jeunes apprentis du lycée hôtelier d'Utumoro ne baissent pas les bras. Stéphane Ratino et Patrick Tsinsing. Une vie professionnelle est une affaire de volonté et d'audace. Pareil à la cuisine en quelque sorte, où il faut connaître les saveurs pour réussir son plat. Au lycée hôtelier, le chemin du travail pour ces élèves de CAP commencera bientôt, dans un moment d'incertitude, tant le monde du tourisme s'étouffe devant la Covid. J'ai pas peur, parce que, voilà, en sachant qu'avec la crise économique, ça va être plus dur pour nous de trouver du travail. Et voilà, nous, en tant que jeunes, on serait motivés. Peut-être qu'on pourrait prendre la place de certaines personnes qui pourront prendre leur retraite. Ça veut dire que ça te motive encore plus la crise pour être meilleur ? Oui, quand même. Travaille plus ? Oui. Qu'il y a toujours du travail, que ce soit ici, puis surtout à l'étranger, pour bouger ailleurs, c'est ce que je leur conseille de faire un maximum d'entreprises au départ pour se faire une bonne expérience, quoi. Les signaux sont au rouge partout. Le tourisme, 4% de croissance il y a 2 ans. Aujourd'hui, la chute est de 87%. L'ONU s'en inquiète, plus de 100 millions d'emplois menacés. La conjoncture est incertaine, alors que le tourisme était un secteur florissant. Rien n'est scellé, les jeunes Polynésiens en rêvent encore. Nous sommes rassurés puisqu'on vient de terminer la première phase de Parcoursup, donc l'application nationale pour le recrutement. Et on a constaté, par exemple, au niveau du BTS Tourisme, nous sommes à 420 dépôts de candidature pour 24 places. Et au niveau du BTS MHR, on est dans la stabilité, en tout cas, de nos candidatures. À avancer quoi qu'il en coûte, ces jeunes étudiantes en mention hôtellerie continuent à acquérir leur savoir-faire, la bonne attitude, le savoir-être comme une signature, cette plus-value dans un secteur à la concurrence mondiale. L'instant est difficile, mais l'espoir de lendemain meilleur éclaire leur horizon. Oui, en ce moment, j'ai des doutes. Parce que comme il y a l'épidémie de Covid, mais vu qu'il y a les vaccins, je pense que ça va très vite se rétablir. Et tu veux rester ici au Fénois ou éventuellement partir ? Plutôt rester ici sur le Fénois. En économie, dans la vie, tout est une question de patience. C'est autre synonyme de la vocation. Le tourisme n'en manque pas, malgré l'incertitude. Et parmi les jeunes apprentis du lycée hôtelier, ces élèves de première Bac Pro qui se spécialisent dans la boulangerie et la pâtisserie. Et pour évaluer le niveau de leur savoir-faire, ils se présenteront l'an prochain au concours national à Paris. Objectif bien sûr décrocher la médaille d'or régionale puis nationale. Ils sont bien sûr soutenus par leurs professeurs que je vous propose d'écouter. On est sur ce qu'on appelle de l'excellence. Le MAF, le meilleur apprenti de France, c'est un concours d'excellence. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mieux au-dessus. Après, c'est les MOF ou des brevets de maîtrise, des choses comme ça. Donc c'est un gros concours, une grosse épreuve pour les élèves, une grosse exigence professionnelle et en amont en termes de préparation. Laissons le tourisme de côté. En bref, en justice, le vrai faux gendarme qui faisait contrôler les automobilistes entre Papara et Mahina a été condamné par le tribunal correctionnel à 6 mois de prison avec sursis. Son permis de conduire a été annulé. Il ne pourra pas le repasser avant 1 mois. Un mot de politique dans ce journal. Le groupe d'élus non inscrits à Heria Purnitia dénonce les dépenses publiques qui ne cessent d'augmenter. En conférence de presse ce matin à l'Assemblée de Polynésie, Nicole Sanker et Nui Haulore exhortent le pays à changer de modèle économique. Selon Nui Haulore, ce n'est pas l'administration qui va créer les emplois. Il le dit au micro de Heipo Teure Sandroli. On a un pays qui est dominé par l'administration avec des dépenses publiques qui ne peuvent plus être financées par l'impôt des contribuables polynésiens. J'ai cité un chiffre, 47 milliards, ce sont les dépenses de masse salariale. Est-ce que les entreprises vont continuer à pouvoir payer de l'impôt dans les années qui viennent à cette hauteur? Pour nous, c'est compliqué. Et donc, nous disons qu'il faut absolument redéfinir la manière dont fonctionne notre pays en réduisant de manière massive les dépenses publiques et surtout en réduisant de manière aussi massive l'impôt pour les petites entreprises, les artisans, les pêcheurs, les agriculteurs, ceux qui vont permettre de créer l'activité économique, la richesse et créer des emplois dans les années à venir. Ce n'est pas l'administration qui va créer des emplois dans les années qui viennent. Voilà un sujet qui sera largement débattu demain. Nicole Sanker sera l'invitée café de votre matinale radio. Restons à l'Assemblée avec l'expo artisanale Tahiti Terima'i que vous pouvez voir à l'entrée. Plusieurs artisans défilent depuis plusieurs semaines maintenant pour vendre leurs produits et ça marche. Après 1 an d'inactivité, les affaires repartent. Le reportage à Tarahui de James O et Sandroli. Des tikis marquisiens,
des colliers de coquillages des tuamotu ou encore ces tifeifei cousus à la main. L'artisanat traditionnel est à l'honneur dans le hall René Le Boucher de l'Assemblée de la Polynésie. Une aubaine pour les visiteurs, moins nombreux certes ce matin qu'à l'ouverture, une bouffée d'oxygène pour les exposants. On est content d'avoir repris le travail parce que pendant un an, on n'a pas du tout travaillé. À cause de la Covid. Voilà, et maintenant on est content et on a bien travaillé. Enfin, moi j'ai bien travaillé depuis mardi qu'on a commencé. Voilà. Et qu'est-ce que tu as apporté à ce salon? J'ai apporté des robes adultes, des robes pour les enfants, des couvertures, des thés d'oreiller, des bijoux. Ces deux-là ont fait le déplacement depuis la terre des hommes. Raphaël et Jean-Yves représentent l'archipel des Marquises. Le moral est bon malgré la crise. Je suis en train de faire une commande, un collier en fibre de coco qu'on m'a commandé. Mais pour te dire aussi, heureusement qu'on a des commandes, c'est ça qui nous aide. C'est, voilà, comment te dire, ça permet de vivre. Marie Tifataou est originaire de Mooria. Elle est fière de présenter sa nouvelle collection de robes locales à l'approche de la fête des mères. Une occasion pour elle de rattraper le manque à gagner dû à la Covid. Ça va, pour moi, j'ai pas, on va pas dire je gagne, et ça va pour le moment. C'était difficile là, avec les mois, avec la Covid et tout ça? Oui, on va dire, oui. Un an quand même, un an passé, c'est facile. Nous qui habitons en Mooria, on est obligés de se déplacer pour venir sur Tahiti. Voilà. Cette exposition artisanale s'inscrit dans le cadre de l'opération Tahiti Terima'i, organisée par le ministère de la Culture, afin de soutenir nos artisans. Et l'exposition va durer jusqu'au 12 juin dans le hall de l'Assemblée, de la CCSM, ainsi qu'au rez-de-chaussée du centre Waima. Dans l'actualité des îles, à présent, direction l'atoll de Hao, dans les Tuamotu, le bâtiment de la Marine nationale, le Bougainville, y a fait une escale de 3 jours avec ses membres d'équipage. Une pause bien méritée après avoir réalisé l'exercice Marara le 8 mai dernier à Tupuai. Le lieutenant et commandant du navire en a profité pour inviter la population à visiter le navire, mais pas seulement. Les réactions au micro de Mathieu Allot. J'ai vu les chambres des militaires, j'ai vu aussi cuisine, la cuisine, c'est grand. Il y a beaucoup d'escaliers. En remontant des Australes, on s'est dit qu'il était bon de passer par Hao pour présenter le bateau à la population. Parce que l'Arago est venu il y a 10 jours, le Bougainville ça fait un peu plus longtemps qu'il n'est pas passé. Donc c'est l'occasion pour nous de rencontrer les populations, présenter le bateau, présenter les métiers de la marine aux jeunes. On a eu la chance de pouvoir faire visiter le bateau hier et aujourd'hui. Et on en a profité pour faire une petite cérémonie puisqu'on a des marins à récompenser. Donc on l'a fait sur le quai pour faire partager cet événement à la population avant de rentrer à Tahiti. Et on s'arrête un instant aux Marquises, où il n'est pas facile pour les pêcheurs de Nukuhiva de réparer leurs bateaux à sec. Les cales de halage manquent, notamment pour les pêcheurs et propriétaires de bateaux situés au nord de l'île, qui galèrent à effectuer des travaux d'entretien à sec. Selon les professionnels, c'est un frein au développement des activités nautiques et économiques. Sollicité, le maire de Nukuhiva et président de la communauté de communes de l'archipel Benoît Kautei suit de près le dossier. Il est au micro de Marie Curva. Actuellement, il y a une étude pour l'aménagement dans la baie de Taïwan d'une marina qui va répondre quand même à la demande de la population, que ce soit au niveau des voiliers, que ce soit au niveau de nos pêcheurs, dans un premier temps. Mais c'est prévu aussi une place pour la future navette du Nord, qui va être livrée normalement à la fin de cette année, aménager une rampe de mise à l'eau des bateaux et un port à sec et bien sûr un espace dédié au carénage des bateaux pour les différentes réparations. Voilà un dossier qui avance bien en tout cas. Et comme promis, à Aifino nous emmène à Mai'ao, où la population vit du copra. Sur place, la coopérative de l'atoll gère la vente de la production de main de maître. Aucun travailleur n'est lésé et les revenus sont redistribués de manière équitable. Sur place, Lorenzo Marama et Patita Savia.
En 1928, l'Union soviétique lançait officiellement les kolkhozes avec la suppression des exploitations agricoles privées. Les terres et les moyens de production étaient mis en commun. 7 ans après, 1935, l'île de Maïo lui emboîte le pas en créant la coopérative agricole, une forme d'économie collective qui gère le foncier et la production de copra, un système social où tout le monde trouve son compte. Nous sommes très satisfaits de la façon dont la coopérative gère la production de copra ici à Maïo, car elle ne cherche pas à s'enrichir sur le dos des travailleurs. Bien au contraire, sur la vente du kilo de copra, elle ne touche que 5 francs. Le reste va directement dans la poche du copraculteur et c'est ça qui est très valorisant pour nous. Et grâce à ce système, les jeunes, ils restent sur l'île, car il y a du travail et en plus c'est bien rémunéré. Contrairement au système stalinien qui emprisonnait toute personne ne fournissant pas le nombre de jours travaillés à l'année, la coopérative agricole de l'île ne cherche pas de profit, encore moins à s'enrichir. Elle gère et distribue les parcelles de terre de chacun de ses membres, avec cependant une seule obligation, le versement d'une partie de leurs gains lors de la vente de leurs produits. Le calcul est simple. À chaque arrivée du bateau, la production est pesée et l'on est payé tout de suite. Par exemple, si je produis une tonne de copra, la coopérative gagne 5 000 francs et le reste est pour moi, soit 135 000 francs. On ne peut être que satisfait de ce système de partage qui met en avant et qui respecte le travail de chacun. Grâce à la coopérative, nous vivons très bien sur notre île. Bien sûr, sur Maïao, les copraculteurs ne peuvent être qu'heureux. Car si l'on compare notre vision du partage à celle qui est appliquée dans d'autres archipels, c'est du 50% pour les travailleurs et 50% pour les propriétaires fonciers. Alors qu'ici, nous valorisons celui qui travaille au détriment de celui qui possède la terre. Cela fait 86 ans aujourd'hui que les habitants de Maïao vivent de cette économie collective. Un système économique qui prendra fin en 2034, après 99 ans d'un décret mis en place par les anciens, dont l'unique but est de protéger, valoriser les ressources, afin que ses habitants et leurs descendants en soient les seuls bénéficiaires. Voilà un bel exemple qui pourrait bien inspirer d'autres îles. Voilà qui referme cette édition dont je vous rappelle l'information principale. 2 familles de Papara ont tout perdu dans un incendie en fin de matinée. Ils n'ont rien pu sauver. Le maire de la commune, Sonia Pounoua, leur a trouvé une solution de relogement temporaire. À la une de vos quotidiens demain, la dépêche titre « Feu vert accordé pour un champion à Paea, à Tahiti Pacifique, le gros cafouillage ». Voilà, c'était l'essentiel de l'actualité. Merci de nous rester fidèles. 5 heures, vos infos radio. Aux commandes de vos journaux du week-end, Thomas Teriteporwar-Aye et Belinda Tumatariri. À suivre 2 épisodes de votre série de Good Doctor. 20h50, le sacrifice d'une mère. Belle nuit sur la première et bon week-end. On se retrouve lundi. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet